Bien, eh bien, bonjour Anthony, Salut Tom, salut, bonjour à tous. bonjour à tous. Nous inaugurons donc la première émission des chroniques de Veille Français TV Mhm. et nous allons parler de plusieurs sujets qui sont liés à l'environnement mais qui en fait sont des prétextes. Alors, ces éléments-là sont tous liés à ce qu'on appelle le dossier du réchauffement climatique, qui peut être considéré comme un changement climatique, mais pas forcément un réchauffement climatique. Parce qu'effectivement, il y a des situations en ce moment qui sont très, très curieuses, mais on peut aussi soupçonner l'utilisation de moyens technologiques pour obtenir ces résultats-là. Hein, il y a une guerre médiatique, une guerre militaire entre les grandes puissances de cette planète. Et il se peut bien, parce qu'il y a il y a des sujets récurrents dans le domaine qui dénoncent en fait l'utilisation d'armes climatiques par exemple les États-Unis d'Amérique avec le système HARP. Donc on va discuter, on va parler de... On va pas forcément parler tout de suite du système HARP, hein, mais en tout cas, euh, on voulait dénoncer l'hypocrisie et l'utilisation de ce réchauffement climatique pour justifier en fait euh, des changements qui ont pour seul avantage en fait des intérêts mercantiles. En l'occurrence, on va commencer, ça va faire rire, mais vous allez comprendre pourquoi c'est important d'en parler. On va parler des sacs plastiques dans les supermarchés. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Anthony, mais moi j'ai vécu à une époque où on distribuait énormément de sacs plastiques dans les supermarchés pour que les gens puissent mettre leurs courses dedans. Et puis vient notre ami Al Gore avec son super film de... moi j'appelle ça de la propagande, mais bon, ça c'est une autre affaire, hein. Chacun a son opinion sur le sujet, qui explique que en fait, nous subissons un réchauffement climatique dû à la production de quantité de carbone très important dans l'atmosphère, avec les industries, etc., enfin la surindustrialisation, Mhm. et qu'il va falloir veiller à limiter notre production de gaz carbonique. Je rappelle quand même que la végétation, c'est-à-dire les arbres, les plantes en général, sont très consommatrices de gaz carbonique. Euh, on en terminera là. Vous comprenez peut-être déjà ce que je vais certainement dire à un moment donné à ce sujet. Les sacs plastiques. Alors donc on nous a dit, les sacs plastiques, ça pollue, c'est dangereux, ce qui est vrai hein, d'ailleurs, hein, quand un sac plastique se balade à la surface de l'eau, il y a un certain nombre d'animaux marins qui peuvent être piégés, hein, qui peuvent, et donc ça constitue un danger important pour la faune en général, et même pour la flore maritime, parce que ça existe. Hein. Alors de ce fait-là, les industries, enfin pas les industriels, mais les supermarchés, donc les sociétés agroalimentaires en général et de la grande distribution en particulier, ont prétendu qu'il était nécessaire de supprimer la délivrance systématique de sacs plastiques à la sortie des caisses pour éviter la production de pollution. Tu vois, parce que le sac plastique, quand tu le produis, évidemment, ça produit un certain nombre de pollutions. Ok. Le problème est que les sacs plastiques en question ont été remplacés par des cabas et puis maintenant par des sacs plastiques payants. Et finalement, on en revient à ce qui existait à une certaine époque, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des sacs plastiques et des cabas, mais au lieu d'être distribués gratuitement, c'est-à-dire à la charge finalement, c'est toujours à la charge du client en réalité, hein, puisque
la grande distribution ne va pas nous faire cadeau, elle ne nous a jamais fait cadeau de sacs plastiques. Elle a toujours donc intégré en fait le coût des sacs plastiques dans le prix de ses aliments. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout simplement décidé, en réalité, en utilisant le prétexte du réchauffement climatique, à faire en sorte que le sac plastique ne soit plus à leur charge, mais à la charge du client directement. Ça permettait de dégager un certain nombre de plus-values intéressantes sur le plan financier. C'est vachement plus intéressant de vendre un sac plastique 3 centimes plutôt que de payer 3 centimes pour le fournir au client. Donc en fait, dans cette affaire-là, on voit que la grande distribution a décidé de se payer notre tête, en faisant croire qu'il avait des bons sentiments à la base pour de supprimer les sacs plastiques, et puis nous fournir des cabas qui seront réutilisables. Seulement les cabas ils sont payants. Un cabas maintenant c'est 60 centimes à peu près. Donc, et puis on pense pas toujours à le ramener quand on a besoin de transporter les aliments une fois qu'on les a achetés au supermarché. Donc c'est vrai que ça rend service, ça évite de gaspiller trop de plastique, mais là en fait ce qui intéresse la grande distribution, c'est qu'ils n'ont plus à fournir de sacs plastiques gratuitement aux clients, mais maintenant ils le fournissent en le faisant payer. Voilà. Donc en réalité, c'est comme la même chose, on a dans les hôtels par exemple, on a une petite affichette qui nous dit si jamais vous gaspillez le linge qu'on met à votre disposition, c'est-à-dire les gants, les serviettes, etc., ou même carrément les draps, ils nous disent qu'en fait, le fait de les nettoyer régulièrement et souvent produit du gaz carbonique, puisque ça consomme de l'électricité, etc. Les gens qui voyagent savent de quoi il s'agit. Donc maintenant, on a incité le client à jeter la serviette qu'il a utilisée par terre, de sorte que la serviette, et qui elle est toujours en position est toujours sur le présentoir, est considérée comme non utilisée. Donc elle est laissée. Ce qui fait que l'hôtel en question a beaucoup moins de linge à nettoyer. Parce que systématiquement avant, même la serviette qui n'avait pas été utilisée, dans le doute, on le passait au lavage. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'hôtel utilise moins de lessive, moins d'électricité, donc moins de personnel. Oui, de toute façon c'est toujours pareil. Voilà. Donc ils font énormément d'économies. Donc effectivement ils produisent moins de gaz carbonique, mais ils font moins d'économies. Donc théoriquement, enfin ils font plus d'économies, pardon. Donc théoriquement, s'ils font des économies, ça devrait se retrouver sur le prix de la chambre. Mais à aucun moment, il y a une baisse de prix des chambres. Aucun moment. Donc ça veut dire qu'en réalité, on demande sous prétexte de limiter la pollution, que le client fasse des efforts, etc. Alors qu'en réalité, l'hôtelier n'en fait aucun, si ce n'est de se contenter d'encaisser en fait les économies que le client aura fait pour l'hôtel, et lui ne bénéficiera de rien, même pas d'une ristourne à la fin, quoi. Oui, puis enfin, moi quitte à parler d'escroquerie, moi tout de suite la taxe carbone, ça me fait tilt, parce que prétendre que le réchauffement climatique est dû au rejet du CO2 dans l'air, bon, ça n'a jamais été prouvé officiellement. Toutes les études, tous les scientifiques qui ne sont pas là simplement pour mettre une signature sur un document officiel, mais vraiment des experts, des scientifiques qui se sont poussés dans les recherches, ils en arrivent tous à la conclusion que ça vient du soleil et pas du CO2. Donc on voit qu'il y a une espèce de... On peut dire qu'il y a un changement climatique, mais on ne peut pas dire qu'il y a réchauffement climatique dû au gaz carbonique. Voilà, exactement. Parce qu'à ce moment-là, ça n'est pas l'automobiliste qui en est responsable, ça n'est pas celui qui met son bois de chauffage dans sa cheminée pour se réchauffer l'hiver qui en est responsable. Parce que je sache, depuis des siècles, les gens mettent du bois de chauffage dans leur cheminée pour se chauffer. D'accord ? La Terre a vécu une période d'industrialisation outrancière
entre 1850 et 1960, avec l'utilisation d'énergie fossile en très grande quantité, hein, qui était d'ailleurs relativement bon marché à l'époque, hein, et ça a produit énormément de gaz carbonique. D'accord. Et il n'y a pas eu de réchauffement climatique à ce moment-là. Aujourd'hui, on en est à produire des véhicules qui produisent de moins en moins de gaz carbonique. D'accord. Mais en réalité, ce qui fait rire, en réalité, dans cette course effrénée à la réduction du gaz carbonique, c'est qu'il y a des techniques et des moyens technologiques qui existent déjà, qui permettent en réalité, je fais référence au carburateur Pantone. Voilà. Alors, on prend le temps d'expliquer pour le moteur à eau. Hein, le moteur à eau, alors il y en a qui disent, et là je vais mettre tout de suite un coup de bambou au passage, il y en a qui disent qu'en fait le moteur à eau n'est pas viable, ou du moins il risque pas d'être intéressant pour quoi que ce soit. Il y en a qui disent que c'est même impossible, tout simplement parce que à l'école on a tous appris que on pouvait casser la molécule d'eau en hydrogène, oxygène avec du courant continu. Et effectivement, quand on regarde le rendement obtenu avec un courant continu pour casser la molécule d'eau, on apporte plus d'énergie qu'on en récupère en utilisant ensuite l'oxygène et l'hydrogène cassés. Donc on a un rendement qui est en fait inintéressant. Alors que, je rappelle quand même, et ça il faut faire référence à une émission qu'on avait tournée sur le taffetas et le gaz et le pétrole de schiste, avec Bruno et Bob, qui nous explique qu'en fait le gaz de schiste qui remporte un succès extraordinaire aujourd'hui, si on écoute tous les financiers, en fait le rapport entre la dépense et les recettes est quasiment nul, hein. C'est-à-dire qu'on investit 0,9 et on obtient 1. Enfin, le rapport entre les deux est tellement insignifiant qu'on se demande ce qui justifie en réalité un tel engouement, quoi. Et donc, je sais plus où j'en suis. Par rapport au Pantone, par rapport au carburateur, donc c'est le carburateur. Alors oui, je voulais mettre le coup de bambou, voilà, c'est ça. Je voulais mettre le coup de bambou. Tous les gens qui font de l'électroacoustique, hein, comme c'est mon cas, tous ceux qui connaissent l'électromagnétisme, c'est-à-dire les électroniciens, comme c'est mon cas aussi, savent très bien qu'il existe un phénomène absolument, qui est même très souvent gênant d'ailleurs, qui s'appelle la résonance. Et ce phénomène de résonance, elle touche en fait la matière. Elle touche la matière parce qu'elle a un effet, elle peut avoir un effet destructeur. Tout le monde connaît cette histoire de pont. Il y a des vidéos qui sont très intéressantes d'ailleurs, qui circulent sur internet, où on voit un pont qui a été construit. Il a été construit à une époque où justement ils n'avaient pas tenu compte de ces phénomènes de résonance. Et le pont avait été installé sur une rivière, et perpendiculairement au pont, il y avait un vent qui soufflait d'une certaine manière. Et ce vent a fini par faire danser littéralement le pont, qui a fini par se torsader au point qu'il s'est explosé lui-même et il s'est écroulé dans l'eau. Et il s'est exactement passé le même phénomène quand il y a eu un passage de militaires marchant en cadence, où là le pont a fini par torsader et tomber. Je crois qu'il est tombé. En tout cas, il s'est méchamment torsadé. Et il existe le même phénomène qui est connu à la SNCF, où le train doit dépasser assez rapidement une certaine vitesse, sinon il risque en fait de mettre les rails en résonance, qui finissent par danser et se décrocher de leur attelage. Donc tous ces phénomènes de résonance sont connus. La plupart du temps on les connaît dans le domaine de l'électroacoustique, on les connaît dans l'électromagnétisme, mais on les connaît sur le plan en sciences physiques, en physique en général. Donc il existe aussi, parce que c'est de la matière, en fait c'est un phénomène qui est lié à la matière, il existe ce qu'on appelle des phénomènes de résonance, aussi pour ce qui concerne l'eau. Et là, le phénomène de résonance, il est lié à ce qu'on appelle un phénomène alternatif.
D'ailleurs, il y a des sacrés reportages hein, sur la résonance de l'eau. Oui. Et on vous invite vraiment à aller les regarder Voilà. quand vous avez un petit moment, parce que la résonance de l'eau, c'est vraiment quelque chose qui... La particularité, c'est qu'en fait, il faut très peu d'énergie pour mettre ce qu'on appelle un matériau en résonance. Il faut que ce soit exactement la fréquence de résonance en question, et il suffit de titiller en fait cette fréquence de résonance-là par un générateur qui produit la même fréquence. Avec peu d'énergie, on arrive à des résultats extraordinaires. Je pense d'ailleurs que les résultats d'un certain Stallmeyer sont liés à l'utilisation en fait de ce qu'on appelle un courant pseudo-alternatif basé sur un courant continu avec des oscillations posées sur un courant continu. Donc en fait, si tu veux, ça permet de séparer l'hydrogène et l'oxygène, parce que c'est un courant continu quand même, hein. Mais comme c'est un courant alternatif qui est posé sur un courant continu, c'est-à-dire qui n'inverse pas de polarité, il produit quand même un phénomène de résonance, puisqu'on a un phénomène récurrent, régulier, à une fréquence qui correspond à la fréquence de résonance de l'eau, qui doit se situer, d'après certains, autour de 20 000 Hz, à peu près. Donc ça veut dire qu'avec très peu d'énergie, on peut casser la molécule d'eau. Donc là, ça brise totalement l'argument massif des anti-moteurs à eau qui prouvent en réalité qu'on peut fabriquer un moteur à eau et qu'on peut le faire avec des rendements absolument extraordinaires, qui dépassent de très loin. Maintenant, après, ça reste à réaliser pour le prouver, mais d'après certains témoignages, Stallmeyer était arrivé à un rendement de 1700%. C'est-à-dire 1700%, c'est-à-dire qu'il introduisait 1 en énergie, il obtenait 17 en résultat. Ce qui est énorme, ce qui est absolument énorme. Et donc ça garantirait absolument... déjà, le simple fait d'avoir 10%, c'est-à-dire 110%, 10% de plus d'énergie obtenue par rapport à l'énergie utilisée, ça sera déjà rentable. Mais 1700%, c'est absolument colossal. Donc, résultat, à mon avis, c'est simplement que les industries pétrolières qui nous... En fait, on est obligé de passer par le pétrole. Voilà. On dépend clairement du pétrole. Voilà, on dépend par l'énergie, surtout par l'énergie, hein, parce que c'est pas tellement pour les plastiques ou des choses comme ça. Hein. Mais pour l'énergie, c'est-à-dire que en fait, c'est une manière de contrôler aussi, ça va très loin, hein, ils sont capables de contrôler nos allées et venues, puisqu'ils peuvent contrôler nos moyens de déplacement. C'est soit on a de l'argent et on prend le train, l'avion, soit on a un vélo, mais enfin, à part ceux qui sont vraiment passionnés de vélo et qui peuvent s'amuser à faire comme le Tour de France, je veux dire, avec un vélo, on fait rarement plus de 50 km par jour, donc ça limite nos déplacements. C'est une façon en fait de limiter les déplacements des gens que d'augmenter le prix du pétrole, parce que ça, en fonction de leurs moyens financiers, ils ne pourront pas s'éloigner d'une certaine distance de leur domicile. Et donc c'est une façon, c'est typiquement en fait une infraction très grave à l'un des droits de l'homme, qui est ce qu'on appelle le droit la libre circulation. Voilà, la libre circulation est un droit fondamental. On ne peut pas empêcher quelqu'un de circuler, mais le problème c'est que quand quelqu'un circule, on le perd de vue. Hein, d'accord, à une certaine époque, les moyens de surveillance n'étaient pas si sophistiqués qu'aujourd'hui, et même ceux qui sont sophistiqués aujourd'hui ne garantissent pas que quelqu'un qui a des moyens illimités de déplacement finisse par leur échapper. Donc pour contrôler en fait les gens, le fait de vendre un pétrole très cher, en fonction des moyens de subsistance des gens, ça les coince, ça les oblige à rester dans un lieu très proche de leur domicile. C'est très grave, hein. C'est un subterfuge, hein. C'est une grave atteinte à la liberté de circulation, et tout ça c'est fait très subtilement. Et puis j'ai même envie de rajouter par rapport à tout à l'heure, tu citais l'émission avec Bob et Bruno sur le gaz de schiste. Je me souviens d'un petit passage où il fait référence en fait aux bateaux qui acheminent que ce soit l'alimentation, peu importe ce qu'ils acheminent dessus, hein. Mais vu qu'ils sont, ils se déplacent grâce au pétrole, aujourd'hui, tout ce qui est commerce est conditionné par l'énergie utilisée en quelque sorte. Ce qui garantit des revenus à l'industrie pétrolière. Hein.
Ah mais complètement. Donc il y a plusieurs strates, hein. Il faut lire en fait la dépendance qu'on a au niveau du pétrole sur le plan énergétique à plusieurs strates. On a effectivement un contrôle des flux d'échange de matières premières alimentaires, et on a le contrôle je dirais, des déplacements des citoyens, tout simplement. Et c'est très grave, c'est très grave. Alors il existe la voiture à eau, mais il existe aussi le carburateur Pantone. Et carburateur Pantone, sa particularité reste encore difficilement analysable, parce que personne ne s'est vraiment penché dessus avec des moyens technologiques pour analyser ce qui se produisait dans ce qu'on appelle le réacteur. Hein. Le réacteur qui est fait d'un tube d'inox 304L avec un noyau d'aluminium. Il y a un phénomène électromagnétique qui se produit au passage de l'eau soumis à une température qui la transforme en vapeur. C'est-à-dire qu'elle est déjà transformée en vapeur par un bouilleur qui utilise en fait la chaleur qui sort du pot d'échappement juste à la sortie de l'échappement du moteur. On récupère la chaleur de l'échappement du moteur, on fait bouillir de l'eau et cette eau passe dans le réacteur en question, hein, que je rappelle, composé d'un tube d'inox 304L avec un noyau d'aluminium. Et donc l'eau est déjà sous forme de vapeur en passant le réacteur. Et là, il y a un phénomène électromagnétique qui se produit, qui fait augmenter la température, apparemment, très importante, puisque on voit que le réacteur commence à bleuir. Et tous les gens savent, tous les gens qui ont fait de la chaudronnerie, qui ont été métalliers, ou qui ont travaillé du métal avec ce qu'on appelle la trempe, c'est-à-dire le principe d'utiliser un acier avec suffisamment de carbone qu'on plonge dans l'eau froide quand il est rouge, pour obtenir une trempe, c'est-à-dire pour rendre plus dur l'acier. On sait très bien, en fonction de la température de couleur de l'acier, à quelle température cet acier a été soumis. Et bleu, c'est en général largement au-dessus de 200 degrés. Hein, ça commence à devenir important. Donc 200 degrés, alors que l'eau véhicule une température d'une centaine de degrés puisqu'elle est sous forme de vapeur, ça prouve qu'il y a quelque chose qui se produit. Et ce phénomène était connu déjà depuis très très longtemps. Mon propre grand-père, qui aujourd'hui aurait plus d'un siècle, m'a raconté que quand il a fait son service militaire, à cette époque-là, c'était entre les deux guerres, hein, c'était entre 14 et 39, entre 18 et 39, entre 1918 et 1939, il a fait son service militaire, et son service militaire, il l'a fait dans un bateau qui, lui, était encore mu par des turbines à vapeur, et utilisant le charbon. C'est le charbon qui était le carburant, pas le pétrole. Le pétrole a été assez tardivement finalement utilisé pour les turbines, enfin pour les moteurs, de bateaux. Et donc il m'a expliqué que pour lancer un feu dans un charbon, donc on mettait le feu au charbon, mais pour le lancer, il jetait en fait un seau d'eau. Donc pour quelqu'un qui en fait ne connaît pas ces phénomènes-là, c'est absolument extravagant. Pourquoi on jette un seau d'eau sur un charbon qui est en train de brûler? Il connaissait ce phénomène-là, il savait très bien qu'il y avait un phénomène physique qui se produisait, qui reste, à mon avis, à étudier, parce que c'est très important, où la molécule d'eau est cassée, et là, à ce moment-là, on a carburant et comburant, on a hydrogène et oxygène qui va alimenter en fait l'incandescence. Et c'est comme ça en fait qu'ils obtenaient ce qu'on appelle les feux de l'enfer dans une chaudière. Ils obtenaient les feux de l'enfer avec un seau d'eau jeté sur du charbon qui commence à brûler. Et donc c'est des phénomènes physiques qui existent depuis très très longtemps et que comme par hasard les industries pétrolières ne veulent surtout pas manifestement nous permettre d'utiliser. Parce qu'il y a d'autres phénomènes, comme par exemple, qui n'a pas étudié à son grand malheur, parce que des fois ça provoque en fait des incendies, on a une gazinière qui n'est pas très bien entretenue, et puis une espèce de couche de gras en fait sur la gazinière, on met le feu, puis à un moment donné le gras commence à prendre feu. Et puis les gens qui ne connaissent pas ce problème-là, sauf les pompiers naturellement, se précipitent pour mettre de l'eau. Et c'est au moment où ils mettent de l'eau qu'il y a une flamme énorme qui se produit. Là, c'est très intéressant parce que ce phénomène-là est en train de démontrer une chose, c'est que qu'est-ce qui peut produire une flamme aussi grande? C'est pas l'huile qui brûle, parce qu'elle est déjà en train de brûler.
On est d'accord, hein? Ah, on est d'accord. C'est pas l'huile qui brûle, puisqu'elle est déjà en train de brûler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la flamme, elle devient énorme, parce que la réaction chimique est en train de se produire et que l'eau est cassée au moment où elle touche la partie incandescente de l'huile. Et à ce moment-là, la flamme en question, c'est pas l'huile qui brûle, c'est l'eau qui est en train de brûler. Mais ouais. Voilà. C'est très intéressant et je pense qu'il y a une voie de recherche dans ce domaine qu'il faut utiliser, c'est-à-dire que il faut utiliser il faut fabriquer, il faut étudier une chaudière qui fasse brûler, en fait, qui fasse chauffer l'huile à plus de 180 degrés. Une fois qu'on y met le feu après, et de l'alimenter d'une manière... alors il faut étudier la quantité d'eau à mettre, etc. pour entretenir le feu, avec un système qui utilise une partie de l'énergie de la flamme pour réchauffer continuellement l'huile qui brûle, ce qui fait qu'on aura une petite quantité d'huile qu'il faudra apporter, mais surtout une grosse quantité d'eau. Et là on peut obtenir des flammes énormes. D'accord? Donc on peut fabriquer des chaudières à vapeur, avec ce principe-là. Et en fait avec que de l'eau. Principalement de l'eau. Donc ça fait des économies énormes. Vous constatez que le problème du réchauffement climatique lié au gaz carbonique, c'est de la foutaise. Parce qu'en réalité, on a tous les moyens d'éviter de produire du gaz carbonique. Non seulement c'est de la foutaise, parce que lié à ce que je viens d'expliquer, mais en réalité, depuis un certain nombre de dizaines d'années, l'agriculture a été intensifiée au point qu'on a eu ce qu'on appelle un démembrement. Alors, moi, je recommande à chacun d'entre vous d'aller... moi, je découvre aussi des nouvelles vidéos à chaque fois, mais on a un couple de scientifiques spécialistes dans l'agriculture qui s'appelle Claude et Lydia Bourguignon et qui aident en fait les agriculteurs à retrouver la productivité, mais d'une manière beaucoup plus naturelle que ce qui était avant, c'est-à-dire une culture intensive avec des pesticides, avec des engrais qui tuent en fait toute la faune à l'intérieur, toute la richesse de la terre, qui pollue, etc., qui provoque des inondations, ce qui est assez incroyable. Enfin, il faut l'écouter parce que là, c'est absolument lumineux pour comprendre ce qui se passe. Et là, on comprend que s'il y a trop de gaz carbonique, c'est parce qu'on a démembré. On a tué une partie de la forêt amazonienne pour produire des champs de céréales qui sont utilisés pour faire le biocarburant. Oui, on n'a jamais eu autant de publicité dans les boîtes aux lettres. Voilà. Et puis, mais en France, depuis quelques dizaines d'années, on a démembré. Moi, j'ai connu des champs qui étaient entourés de haies, d'arbres, etc. Et le fameux système en question était équilibré parce que les feuilles, les brindilles, tout ça tombait par terre. Elles permettaient de couvrir la terre qui la protégeait contre le soleil et contre le gel. Donc, contre le soleil, c'est-à-dire contre l'évaporation d'eau. D'accord? Donc, et comme la terre était protégée à l'intérieur de la terre, les microvies, mais les bactéries, les champignons, les petits insectes, les vers de terre se propageaient d'une manière naturelle, et c'est eux qui font en fait la vitalité de la terre. Ça fait un circuit. Et les arbres purifiaient l'eau, etc. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu intensifier soi-disant pour augmenter la productivité. On est bien malin parce que maintenant on a une productivité avec tous les pesticides et les engrais, on a une productivité qui est inférieure à une productivité biologique, purement biologique, c'est-à-dire sans engrais, sans pesticides, sans rien, on plante directement sous un couvert, comme ils disent un couvert, c'est-à-dire que la terre est recouverte d'herbe qui a été coupée, donc c'est ce qui permet en fait de protéger la terre de l'évaporation de l'eau, ça évite d'arroser tous les jours, en pleine sécheresse, et puis ça permet aux micro-organismes qui sont dessous de pouvoir se protéger de l'effet terrible de la chaleur du soleil, qui cuit la terre, donc qui tue en fait toutes ces bactéries et tous ces micro-organismes. Donc en fait on a arraché des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'hectares d'arbres, de buissons, de choses comme ça. Et tous ces végétaux, en fait, consommaient énormément de gaz carbonique. C'est ça la réalité. Tout ça consommait énormément de gaz carbonique. Voilà. Donc après, c'est soit l'État
l'État n'aime pas dépenser, puisque c'est pour ça que c'est là qu'on voit en fait que c'est une escroquerie. Moi, je considère que c'est une escroquerie, à titre personnel. On est deux. Hein. Voilà. C'est une escroquerie. On essaye de dire les gens, vous polluez. Alors, carburateur Pantone, électrolyse de l'eau avec un système à résonance ou l'utilisation d'autres techniques qui existent déjà. Hein. Il y a un système qui se monte sur une voiture, qui n'a pas besoin de repasser aux mines pour être validé. Hein. D'accord. Donc on se retrouve avec des véhicules anciens, des véhicules qui ont 20 ans, et qui produisent presque moins de pollution que des voitures neuves qui sortent de chaîne. D'accord. Mais ça n'intéresse pas les industriels, surtout pas. Surtout pas. Ça n'intéresse pas les industriels de l'automobile, tout simplement parce qu'ils n'auraient plus de voitures à vendre. On en a parlé il n'y a pas si longtemps. Les gens ont plus d'argent, donc ils ne vont pas acheter des voitures neuves puisqu'ils n'ont pas d'argent. Souvent, ils n'ont pas la possibilité d'emprunter, donc pas de voitures. Les industriels, ils continuent de produire des voitures. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme moyen pour nous forcer à avaler des voitures neuves? Parce que j'appelle ça avaler des voitures neuves. Hein. Eh bien, ils nous culpabilisent, ils nous disent vous polluez, votre voiture pollue, il faut en racheter une autre qui est neuve, qui pollue moins. Et quand on apprend que le gaz carbonique, en fait, les végétaux qu'on a arrachés, c'est eux qui auraient dû le consommer, d'accord? Donc, clairement, on voit qu'on se fout de notre gueule. On se fout de notre gueule, d'accord? Donc, en réalité, votre voiture, même si elle a 20 ans, avec un système équivalent au carburateur Pantone, vous pouvez produire moins de pollution qu'une voiture neuve. Mais ça, personne ne vous le dira sur les médias classiques. Hein. Personne. Exactement. Ça représente 300 ou 400 francs d'investissement, je pense, quelque chose comme ça, plus quelques 50 ou 60 euros d'installation, il ne faut pas très longtemps. Pas de passage aux mines, donc pas de problème au niveau des assurances. Et puis votre voiture, mais profitez-en vite parce que ce que je suis en train de dire là, si ça se médiatise, ils vont se dépêcher pour trouver une solution pour le contrer. Voilà, soit il y en a un qui va se retrouver avec. Pour l'interdire. Ou alors celui qui vend ça va se retrouver. On va le retrouver suicidé avec 3 balles dans la nuque ou noyé avec une bouée. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc ça veut dire que. J'aime bien l'exemple de noyer avec la bouée. Noyer avec une bouée, oui. Donc ce que je veux dire par là, c'est que il faut prendre sa vie en main. On a des gens qui se payent notre gueule et ça nous coûte très cher parce que là c'est plus du tout une blague. Hein, je veux dire, à partir du moment où les gens ont à peine les moyens de finir le mois et de nourrir leurs gosses ou de se nourrir eux-mêmes, je veux dire là c'est plus une blague. Là c'est typiquement en fait une escroquerie en bande organisée. Hein. Tout ça, tous les gens qui participent à ça, c'est 20 ans de tôle minimum. Hein. D'accord? Parce que là, c'est une escroquerie en bande organisée à ce niveau, je parle. Hein, parce que là, là, tu portes atteinte à l'intérêt de plusieurs centaines de millions d'individus. Hein. C'est pas juste une seule ou deux. Hein. Ou c'est pas une dizaine, c'est des millions. Oui. D'accord? Donc là, c'est très lourd. C'est beaucoup plus grave encore, à mon avis, qu'un hold-up. D'accord? Surtout s'il n'y a pas de mort, hein. Donc là, c'est clair. Parce que le fait d'acculer quelqu'un à la ruine financière, c'est quelque part le tuer socialement. Donc, et il y en a qui se suicident. Donc ce qui prouve bien que c'est un meurtre plus que social même, puisque les gens qui se suicident par désespoir, puisque on les désespère finalement. On les accule à une situation sociale qui les désespère. Donc ils mettent fin à leur jour. Très bête, c'est très très bête. Il ne faut pas se suicider. Moi, je préfère que les gens restent vivants et puis combattent, fassent comme nous, distillent des informations, distribuent, s'investissent. La société, qui aujourd'hui, dans laquelle nous vivons, n'est pas inéluctable. Hein. Elle est choisie par des gens qui s'estiment être au pouvoir et puis elle est subie par la plupart d'entre nous parce qu'on s'estime ne pas être légitime à la changer. Ben si, bien sûr que si, qu'on est légitime. Le simple fait de subir les conséquences de ce qui est décidé à notre dépendance, à nos dépens. Hein. Ce qui est décidé à nos dépens, ça nous rend légitimes pour la contester. D'accord ? Pour contester toutes ces choses-là. Voilà. Donc,
Donc c'est bien, tu vois, on parle du sac plastique, mais ça illustre bien tout le cheminement qui... tu parles, enfin, là, tu avais noté un mot qui s'appelle déforestation, c'est ça, on est dans cette... C'est une logique, hein, on va nous bassiner avec le réchauffement climatique dû au gaz carbone, mais par contre, on vous dira jamais la quantité d'arbres qui sont découpés chaque jour. On vous dira pas dans quel état est l'Amazonie. On vous dira pas, on vous fera pas, on vous montrera pas le 7e continent, ce qu'on appelle le 7e continent. Oui, les sacs plastiques qui tournent dans le Pacifique. Les déchets, donc en plus il y a un jeune, je crois que c'est un jeune Hollandais de 17 ans qui a fait un truc génial pour résoudre ce problème. Donc on vous parlera jamais des causes, mais par contre avec la conséquence, donc le pseudo-réchauffement climatique, on va vous bassiner la tête. Vous aurez une courge comme ça, vous serez pas à cause de quoi. C'est ça. Enfin, on vous aiguillera sur quelques sujets. Évidemment, les sujets seront bien choisis. Comme ça, vous vous direz « Ah, ok, d'accord ». Et puis, derrière, on ne fera pas ce travail d'analyse en disant c'est des conneries ce que vous nous racontez. Et, et je répète, il y a quand même beaucoup d'experts. Alors bien sûr, ils sont pas interviewés, enfin ils sont pas interviewés par... Ils font pas partie du système, on veut pas entendre parler d'eux, on veut pas entendre ce qu'ils ont à dire, surtout pas, parce qu'évidemment ils mettraient en cause toute la propagande qui est liée à tout ça. Hein. Ils veulent justifier, je veux dire, en fait on peut résumer à une petite citation qui est assez révélatrice, un petit peu tous ces problèmes-là. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Et quand on veut essayer de faire vendre un truc, il faut bien trouver une raison. Il faut trouver une raison. Hein, on veut par exemple, alors c'est pareil, tiens, il y a un autre souci. Vous avez ce qu'on appelle l'éclairage économique. Vous savez, hein, les ampoules économiques. Hein. Il y avait la bonne vieille incandescente. Historiquement, tout ça c'est en vidéo sur internet. Historiquement, en fait, l'ampoule était capable de résister indéfiniment. Toute sa vie. La preuve en est, c'est qu'il existe aux États-Unis, dans le bâtiment de la caserne des pompiers, là où il y a les camions, il y avait une veilleuse, une petite ampoule qui fait office de veilleuse, et cette ampoule n'a jamais été changée, et je crois, sauf erreur, qu'elle doit avoir à peu près un siècle. Ce qui prouve qu'une ampoule peut éclairer indéfiniment, si c'est une ampoule à incandescence, hein, elle peut éclairer indéfiniment. Qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là? Plus personne n'aurait acheté d'ampoule. Eh ben voilà, une fois que le parc d'ampoules aura été complété, finalement, les ampoules vendues après, ça aurait été des ampoules cassées par erreur, ou des choses comme ça, quoi. Mais en tout cas, jamais des ampoules liées à l'usage ou à l'usure de l'ampoule précédente. Donc on a créé l'ampoule qui casse. Voilà, l'ampoule qui casse. Donc en fait, les industriels qui produisaient des ampoules se sont réunis et ils ont fait ce qu'on appelle aujourd'hui, qui est interdit, c'est-à-dire l'obsolescence programmée. Alors déjà, mais surtout une entente. Ah oui, bien sûr. C'est une entente illicite. Aujourd'hui, quand vous avez par exemple les 3 opérateurs téléphoniques qui se réunissent pour définir des prix très élevés à proposer à leurs clients et qui correspondent à rien en fait à leur coût à eux, mais ils le font en se disant on va pas se faire concurrence quand même, hein. En tout cas si on se fait concurrence c'est à la marge, ce sont des petits détails, et ils s'arrangent pour que ce soit le client qui de toute façon se fasse plumer à la fin du compte, d'accord. Et là l'histoire, le cartel de l'ampoule, c'était ça, c'est-à-dire qu'ils ont décidé que l'ampoule ne devait pas être indéfinie, enfin, en termes de durée de vie, et ils ont décidé de lui donner une fragilité qui lui permettait de... Voilà. Après, qu'est-ce qui s'est passé? L'incandescence, on a dit, l'incandescence, ça consomme beaucoup d'électricité, donc ça fait du réchauffement climatique, encore le réchauffement climatique. Et là, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont pris ce qu'on appelle l'ampoule à fluorescence. Hein,
principe ce qu'on appelle abusivement du néon. En fait, c'est un tube fluo avec de la poudre fluorescente à l'intérieur du tube, mais sur les surfaces intérieures du tube. Et tu as un lanceur qui fait traverser un flux d'électrons d'un bout à l'autre. Et donc, c'est la poudre en question qui rend visible en fait la lumière produite par l'arc électrique qui traverse le tube. Et là, donc, ils ont fabriqué des ampoules qui servent, qui sont en fait économisatrices d'électricité. D'accord, enfin, c'est vrai qu'elles économisent de l'électricité, mais c'est pas sans conséquences. Et les conséquences, par exemple, c'est la production de rayonnements lumineux qui peuvent être nocifs pour la rétine. Hein, les ultraviolets sont assez nocifs pour la rétine. Et il est certain que l'ampoule à incandescence produisait moins de ces rayonnements nocifs, rayonnements lumineux nocifs, que n'en produisent maintenant l'ampoule l'ampoule éco. Soi-disant, d'ailleurs, capable de tenir beaucoup plus longtemps qu'une incandescente. Puis moi, tout le monde sait ça, on s'est rendu compte que les ampoules à fluorescence, en réalité, elles ne sont pas beaucoup plus solides que les incandescentes, qui étaient bien moins chères. Donc tout ça, c'est de la filouterie. Ils se foutent de notre gueule, et ils se foutent de notre gueule à nos dépens financiers. Voilà, hein, c'est comment nous soutirer de l'argent. Ah, on va produire moins de gaz carbonique, vous allez être vertueux, vous serez des écolos si vous achetez des ampoules à fluorescence. Bah non, vous vous faites plumer, c'est tout. Vous vous faites plumer, rien de plus. Rien de plus. T'as tout dit. C'est la même chose que les voitures, c'est la même chose que les sacs plastiques. On vous dit toujours que tout ça c'est pour votre bien, tout ça c'est pour éviter le réchauffement climatique, même si on vous dit par ailleurs qu'il augmente en vitesse le réchauffement climatique. En fait, vous vous rendez compte que même si vous faites des efforts, ça ralentit pas, ça l'accélère le réchauffement climatique. Donc il faut se poser des questions, hein.